Les États-Unis mettent en place une nouvelle politique concernant les personnes qui obtiennent un droit de séjour temporaire, ce que nous appelons la carte verte, la Green Card. Le 22 mai, le service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis a annoncé un changement radical des règles qui étaient en vigueur depuis plus d'un demi-siècle, je pense. Désormais, un étranger qui se trouve aux États-Unis avec un visa temporaire et qui souhaite obtenir la résidence permanente est obligé de retourner dans son pays d'origine et d'y déposer sa demande. C'est-à-dire, tu es venu ici pour une raison, puis tu as changé d'avis, comme on dit. Nous t'avons laissé entrer pour cette raison, mais pour une autre raison, retourne chez toi. Il n'y a d'exception que dans des circonstances extraordinaires qui sont déterminées au cas par cas. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais le plus important, c'est que j'ai besoin que vous compreniez en quoi consiste le changement. Parce que cela peut sembler être une simple correction technique, alors qu'en réalité, il s'agit d'un changement de philosophie au sein de l'establishment américain. Et cela entraîne de nombreuses conséquences. Pour ceux qui essaient, qui veulent maintenant obtenir cette fameuse carte verte, comment cela se passait-il auparavant ? Pendant plus de 50 ans, les ressortissants étrangers ayant un statut légal pouvaient accomplir toute la procédure d'obtention de la résidence permanente sans quitter le territoire des États-Unis, y compris les conjoints de citoyens américains, les détenteurs de visas de travail et d'études, les réfugiés, les personnes ayant un statut politique, ceux qui demandaient l'asile politique. Cela s'appelait l'ajustement de statut sur place. Une personne venait pour étudier, trouver un travail, se mariait et faisait ses papiers sans quitter le pays. C'est logique. Du point de vue de la personne elle-même de notre vie, c'est logique, non ? Mais du point de vue de la souveraineté nationale, c'est une question discutable, je dirais. N'est-ce pas ? Quelle est la logique de la nouvelle règle ? L'administration l'énonce clairement, sans détour. Notre système est conçu pour qu'il parte. À la fin de la visite, celle-ci ne doit pas constituer la première étape pour obtenir la carte verte. Il y a donc aussi un argument pratique. Lorsque les étrangers déposent leur demande depuis leur pays d'origine, cela réduit la nécessité de rechercher et d'expulser ceux qui, après un refus de titre de séjour, disparaissent et restent illégalement aux États-Unis. Ce n'est pas une expulsion, ce n'est pas de la démagogie, c'est la description d'un problème réel. Une personne qui attend une décision sur place a intérêt à disparaître en cas de refus. Une personne qui dépose sa demande depuis un autre continent n'a pas cette possibilité. Maintenant, parlons de l'ampleur de ce phénomène. Environ 600 000 personnes déposent chaque année une demande de carte verte alors qu'elles se trouvent déjà aux États-Unis. Donc ce n'est pas un cas extraordinaire. Ce sont des gens qui ont imaginé cela, n'est-ce pas ? Ils viennent ici pour une raison précise, puis ils trouvent un moyen de rester plus longtemps. Ils sont maintenant tous potentiellement concernés par la nouvelle règle. Ils peuvent être obligés de quitter le pays pendant 1 mois, voire même pendant des années, pendant que leur demande est examinée. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais ici, j'avais donc un certain statut. Et à cette époque, quand on m'a, pour ainsi dire, demandé de rester pour travailler, bien sûr, mon visa a expiré, alors je suis parti. Je suis retourné en Israël. Je suis resté là-bas 2, 3, je ne sais plus, peut-être 4 mois. J'ai eu l'autorisation de revenir. Voilà, l'autorisation pour... Je ne me souviens plus ce que c'était. C'était sûrement la carte verte, non ? Et comme rien n'avait changé pour moi, rien ne pouvait changer, je suis revenu ici. Ici, je terminais quelques affaires qu'il fallait finir. Donc même si tu as, comme on dit, un travail, une famille et toute une vie aux États-Unis, théoriquement, on peut quand même te demander de partir. Mais comme je l'ai déjà dit, si tu as certaines circonstances, comme disons un travail, une famille, etc., je suppose que ton avocat va apporter tout un tas de documents avec une demande et ton cas sera examiné, comme on dit, séparément. Maintenant donc, un piège à part. Pour les citoyens des pays qui sont soumis aux restrictions d'entrée américaines, d'accord, il y a 210 pays comme ça, on le sait, non ? S'ils partent, plusieurs décennies peuvent s'écouler avant qu'ils puissent revenir. Donc, s'ils sont déjà arrivés, ils vont tout faire pour rester, et nous et l'Amérique allons tout faire pour les attraper. Voilà, c'est tout. S'ils partent, ils risquent de ne jamais revenir, mais s'ils restent, ils enfreignent la nouvelle loi. S'ils se font attraper, c'est fini, adieu aux États-Unis d'Amérique. Si je me souviens bien, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, etc. ne figurent pas dans cette liste, mais il reste à vérifier pour la Russie.
Les critiques disent que c'est un coup porté à l'immigration légale, notamment aux médecins, ingénieurs, chercheurs que l'Amérique elle-même a attirés. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Voici le directeur des études sur l'immigration de l'Institut Cato, ce sont eux des libertariens. Il a qualifié cette politique d'illogique et a averti qu'elle pousserait les personnes talentueuses vers d'autres pays et rendrait l'Amérique moins compétitive dans le monde des affaires. Ça ne marche pas. Que ce soit vrai ou non, honnêtement, ce qui nous préoccupe, vous et moi, c'est un peu autre chose, n'est-ce pas ? Parlons de l'idée qui se cache derrière la politique, car derrière chaque décision politique importante, il y a une idée. C'est ce que la personne qui prend la décision considère comme juste. Chez Trump, cette idée est tout à fait claire, et ne pas l'entendre, c'est ne comprendre que la moitié de l'histoire. Trump et son équipe l'ont répété à plusieurs reprises en des termes simples. L'Amérique doit choisir qui vient chez nous. Il ne s'agit pas de se fermer à tout le monde, ni de s'ouvrir à tout le monde, mais de choisir. Ouvrir les portes à ceux, ouvrir la porte à ceux que le pays veut voir, les fermer à ceux qu'il ne veut pas voir. Et qui l'Amérique veut-elle voir ? Et là, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que l'Amérique, ce n'est pas une nouvelle, mais plutôt une bonne information, n'est-ce pas ? Qui l'Amérique veut-elle ? Des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, des infirmières, des programmeurs, des entrepreneurs qui créent des emplois. C'est-à-dire des personnes qui ont une formation, de vraies compétences, un parcours irréprochable, c'est très important. Ceux qui apporteront plus que ce que, comme on dit, l'Amérique devra dépenser pour eux. C'est le critère que Trump considère comme juste. D'ailleurs, moi aussi, je le considère juste. Bien sûr, nous avons un certain pourcentage de personnes que nous acceptons pour des raisons de persécution, pour ceci, pour cela. Mais maintenant, il s'agit d'autre chose. Maintenant, la question est de savoir qui nous est nécessaire, qui ne l'est pas. Et là, les ressortissants des anciennes républiques soviétiques, de ce qu'on appelle l'espace post-soviétique, ont un énorme avantage par rapport à... je ne sais pas. Je ne veux pas paraître raciste ou quoi que ce soit, mais c'est mieux que ceux venant d'Afrique, mieux que la plupart de ceux venant d'Asie, mieux que ceux de la plupart des pays musulmans, et ainsi de suite. D'ailleurs, l'Iran est, pour ainsi dire, un pays incroyable, avec une excellente éducation, de bonnes capacités entrepreneuriales, des cerveaux et tout ça. Donc ce n'est pas forcément le cas. Si tu viens du Moyen-Orient ou d'ailleurs, tu es mauvais. Ceux qui sont entrés avec un visa touristique ou étudiants avec l'intention préalable de rester, c'est contre ces personnes que Trump et son équipe essaient d'agir. Ceux qui utilisent le système comme une faille, pas comme une procédure. Ceux qui croient en une vérité simple, il est plus facile de s'installer à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. La logique est correcte, non ? Alors pourquoi renvoyer le demandeur chez lui maintenant ? Vous devez aussi comprendre cela pour savoir comment, comme on dit, le combattre, n'est-ce pas ? Lorsque la demande est au fait depuis le pays d'origine, plusieurs choses se passent aussitôt, ce que les partisans de cette politique voient comme son principal atout. D'abord, cela agit comme un filtre, une personne qui possède une véritable qualification. Des intentions, des moyens réels. Il rentrera, préparera les documents, puis reviendra tranquillement. J'ai fait pareil à mon époque, il y a longtemps, en 1986, je crois. Ce n'est pas pratique, ça prend du temps, mais c'est possible. Une personne qui n'a rien de tout cela et qui se disait juste qu'il trouverait bien un moyen de rester ne passera pas par cet entonnoir. L'État, selon cette logique, fait pour lui-même ce travail de sélection que personne ne faisait auparavant. Deuxièmement, cela rétablit la justice, pour ceux qui attendaient leur tour dans les règles, car des millions de personnes. En Inde, en Chine, au Mexique, aux Philippines, pendant des années et des décennies, ils attendent leur tour pour la carte verte, restant chez eux. Ils n'ont rien enfreint. Ils ont simplement cru au système. À côté, une personne arrive avec un visa étudiant ou touristique, et qui, disons, se trouve rapidement quelqu'un. Il se marie ou fait autre chose, et quelqu'un l'embauche soi-disant pour un travail, et il change de statut. Et voilà, cette personne se retrouvait devant dans la file d'attente. Ceux qui attendent honnêtement se demandent depuis longtemps pourquoi. Troisièmement, cela réduit le besoin pour l'État de recourir au volet répressif. Dans les expulsions, les descentes, la chasse à ceux qui, après un refus de carte verte, sont entrés dans la clandestinité. Un paradoxe. Mais la politique que les critiques qualifient de dure réduit en réalité le nombre de situations qui exigent de la fermeté. La décision est prise à l'avance, de l'autre côté de l'océan, sur des documents en règle, pas à l'aube, sur le pas de la porte, avec des officiers, des agents de l'ICE armés.
Défoncer ta porte. Quatrièmement, cela améliore la sécurité. Le contrôle consulaire dans le pays d'origine a accès aux sources locales. Là-bas, il y a les bases de données de la police, dossiers médicaux, registres professionnels, enregistrements et autres. Ces informations sont difficiles à vérifier aux États-Unis. Il est donc plus difficile de le faire dans le pays de résidence. Sans ces informations, cela indique quelque chose de louche. Dans ce cas, désolé. Cinquièmement, c'est un signal au monde. L'Amérique revient à une idée à laquelle souscriraient aussi le Canada, l'Australie, Singapour et la Suisse. C'est-à-dire des pays dont les systèmes d'immigration sont considérés comme exemplaires, précisément parce qu'ils sont sélectifs, et ils sont cohérents. Pour être accepté, une personne est en concurrence avec d'autres. Et soit il le mérite, soit non. Soit il gagne cette concurrence, soit non. Ce n'est pas une insulte envers les migrants, c'est un respect pour l'idée même d'appartenance à un pays. Seuls les meilleurs viennent chez nous. Où est le risque ? Il existe, et les critiques ont raison sur ce point. Sur ce point, il faut, disons, reconnaître honnêtement qu'ils ont raison. Des personnes venues étudier il y a longtemps ont trouvé un emploi, fondé une famille et payé beaucoup d'impôts. Il y en a des centaines de milliers. Non, ces personnes se retrouvent dans une situation inattendue. Je pense qu'elles sont peu nombreuses. Je comprends que certains sont médecins, ingénieurs ou chercheurs. Leur histoire est authentique, leur déception justifiée si c'est le cas. Mais c'est justement pour cela qu'il existe des cas exceptionnels. Et comme ils ne sont pas très nombreux, ils seront examinés. C'est précisément la responsabilité que promettent les circonstances extraordinaires, déterminées au cas par cas. Les prochains mois montreront si cette formulation sera appliquée honnêtement. Si le mécanisme de dérogation s'avère réel, la politique prendra alors le sens qu'elle déclare. Si elle s'avère fictive, les critiques auront raison. Et il n'y aura plus rien à leur opposer. Autrement dit, tout dépend de la façon dont l'Amérique définira qui est digne. Si c'est selon les faits, la politique fonctionne. Si c'est selon une liste de caprices ou de préférences politiques, elle se transformera en son contraire. Bon, d'accord. Alors qu'avons-nous au final ? La réforme change la philosophie de l'immigration. L'ancienne. J'arriverai, je m'installerai. Dans la nouvelle, la personne jugée digne fera ses démarches chez elle, puis reviendra tranquillement. La première était plus pratique pour les gens, la seconde est plus honnête envers ceux qui essaient d'entrer par la porte d'entrée et non par la fenêtre de l'appartement voisin. On peut discuter du prix. Il y a un prix. Quelques centaines, voire quelques milliers de personnes par an se retrouveront dans une situation à laquelle elles ne s'attendaient pas. Une partie d'entre elles en souffrira réellement. C'est vrai. Il ne faut pas l'ignorer, mais on peut voir une autre vérité. Un État qui cesse de distinguer ceux qu'il a invités et ceux qui sont venus d'eux-mêmes cesse progressivement d'être un État. Il devient une salle de transit. Où l'ordre tient non par choix, mais par inertie. Pour Donald Trump, derrière cette réforme, il n'y a plus qu'une interdiction, une idée. L'Amérique doit savoir dire oui et non. Oui à ceux dont elle a besoin. Qui avons-nous invité ? Non à ceux qui sont venus, eh bien, sans attendre d'invitation. On peut discuter cette idée, on peut être d'accord avec elle, mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce qui importe le plus pour le pays ? Le confort de ceux à l'intérieur ou la clarté des règles pour ceux à l'extérieur qui les suivent ? Et existe-t-il un moyen de préserver les deux sans perdre quelque chose d'essentiel ? L'idée même de venir en Amérique ? Chacun y répondra pour soi. Mais le fait que la question ait enfin été posée à voix haute, c'est sans doute l'événement le plus important du 22 mai 2026. Eh bien, et maintenant, comme on dit, quelques mots à mes anciens compatriotes. Messieurs, eh bien, il vaut toujours mieux agir honnêtement. Et maintenant, on vous le dit, sous Trump, on vous le dit. Je ne sais pas ce qui se passera après Trump. Nous avons besoin de vous. Des spécialistes. Vous êtes nécessaires. Des personnes qui vont nous aider à construire une nouvelle technologie, une nouvelle culture, une nouvelle société. Du nouveau. Tout ce qui est lié à l'IA, à l'intelligence artificielle. Oui, tout ce qui concerne l'énergie. Tout ce qui concerne l'ingénierie. Tout ce qui concerne la robotisation. Nous avons aussi besoin de personnes qui prennent soin de nos aînés et de nos enfants dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste de professions, dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs, regardez ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Oui, les 7 professions qui vont disparaître. Et 7 professions qui, pour ainsi dire, vont devenir de plus en plus nécessaires.
Bien sûr, il y en a plus que 7, mais j'ai choisi les 7 plus marquantes. Je me rappelle, c'était la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Alors, regardez cette vidéo, parce que ce dont nous avons besoin correspond exactement à ce que l'immigration des pays de l'ex-Union soviétique, en général, disons, de l'ancien pacte de Varsovie, oui, du bloc socialiste, peut apporter. Nous tous. Et les Polonais aussi. Et les Lituaniens, les Estoniens et les Estoniens. Et les Bulgares, et les Hongrois, et ainsi de suite. Ce que nous pouvions et pouvons apporter. C'est exactement ce dont l'Amérique a besoin en ce moment. Alors regardez quelles spécialités sont vraiment demandées. Voyez comment vous pouvez vous intégrer. Et tout d'abord, si vous êtes dans ces spécialités, c'est parfait. Si vous devez apprendre un peu plus, faire quelque chose, faites-le absolument. Parce que l'Amérique va chercher ce genre de personnes. Chercher ce type de personnes, pas juste. D'accord, entre, n'est-ce pas ? Elle va expulser les gens qui ne savent que creuser des fossés, ou ceux qui sont venus ici juste pour prendre le plus possible à l'Amérique. Et ils n'ont même pas l'idée de donner quelque chose en retour. L'Amérique recherche des personnes qui, selon nous, contribueront à notre société. C'est ce que je dis à toutes les professions amenées à disparaître. À toutes les professions qui renaîtront de leurs cendres. Voilà. Bon, d'accord. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une autre chaîne que nous avons qui s'appelle Dorojnaïa Kartaka Svobod. Elle est juste à côté. Donc elle est avec nous sur YouTube, avec nous. 2 fois par semaine, nous y publions des vidéos dans lesquelles nous discutons de manière plus sérieuse et plus détaillée de ce qui se passe en ce moment. Nous prenons un exemple concret qui nous concerne tous et commençons à en discuter. Nous le faisons de façon bien plus approfondie que sur cette chaîne généraliste, comme on dit. D'accord ? Pour ainsi dire, une chaîne politico-économique à vocation généraliste. C'est tout. Voilà, mesdames et messieurs, au revoir. Et j'espère vous revoir bientôt.